bonjour et bienvenue sur Médian TV. La Turquie a célébré hier, dimanche 29 octobre, les 100 ans de sa création. Ça devait être un temps fort de l'actualité internationale, mais qui a été éclipsé par la guerre à Gaza. Pour autant, le président turc Recep Tayyip Erdogan en a profité pour promettre que le prochain siècle qui s'ouvre pour son pays sera celui de la Turquie. Le tout dans une confrontation continue entre laïcs et conservateurs au pays fondé en 1923 par Mustafa Kemal dit Atatürk. 100 ans plus tard, où va la Turquie? On fait le point avec notre invité. Il s'agit de Bouteyna Ben Salem. Elle est professeure d'histoire et de sciences politiques spécialiste de la Turquie. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Alors, hier soir, on a vu donc à 19h23 Erdogan faire un discours et marquer donc ces célébrations du centenaire de la Turquie. On va faire le point sur ce que la Turquie, l'évolution de la Turquie, mais que retenir d'abord du discours d'Erdogan hier soir à Istanbul. Eh bien, je pense que le discours reflète un petit peu la politique de la Turquie actuelle et l'ambition présidentielle pour la Turquie. Il faut dire que la Turquie est un pays qui est entre l'Europe et l'Asie. Alors, il se place entre l'Occident, le monde arabe et le monde asiatique. Il a une position géostratégique très importante et c'est un pays qui a l'ambition de se positionner internationalement comme un pays qui a un grand poids. De plus, Erdogan veut aussi montrer son bilan. Il veut montrer ce qu'il a apporté à la Turquie par rapport à l'avancement sur tout ce qui, enfin, il y a une grande avancée sur tout ce qui est technologique, énergie, militaire, mais aussi tout ce qui est géostratégique. Donc ça a été le message qui a été lancé, hein, et c'est ce que Erdogan veut laisser comme héritage aussi pour la Turquie. Alors, Erdogan promet qu'aucune puissance, donc je cite, ou aucune, en tout cas, aucune grande puissance ne pourra venir à bout de la dynamique actuelle de la Turquie, notamment en termes de succès et de développement. Qu'entendre par cela? Mais je pense que la Turquie est vraiment dans une course avec le temps. Elle a compris qu'elle a besoin de se développer davantage pour se positionner comme une force. Elle est géostratégiquement située dans une zone où il y a énormément de risques, de volatilité, hein. Si vous voyez le Moyen-Orient d'un côté, il y a la Russie d'un autre, il y a l'Europe, il y a l'Asie. Donc, Erdogan promet à son peuple que la Turquie, vous l'avez bien dit tout à l'heure, que ça va être l'année de la Turquie, que la Turquie va s'imposer. Et il a essayé de jouer aussi des rôles de médiateur, hein. On se rappelle aussi ses relations avec la Russie et l'Ukraine, où il avait bien réussi à arracher un accord sur les céréales, bien qu'après ça n'a pas été aussi facile, mais vraiment on sent que la Turquie, essaye de s'imposer, que ça soit au point de vue, industrie militaire ou au point de vue, force ou puissance, géostratégique, donc elle est vraiment en train de se développer et elle sait l'enjeu qui est derrière cela. Alors, on verra effectivement vers quelle direction se dirige la Turquie, mais faisons un petit flashback, hein. Le 29 octobre 1923, 100 ans plus tôt, Mustafa Kemal Atatürk donc créé cet État qui est donc, on le rappelle, fondé des restes de l'Empire ottoman de l'époque. Alors, 100 ans plus tard, si vous aviez à synthétiser l'évolution de ce pays. Alors, c'est vraiment une question intéressante parce que 100 ans, c'est tout un siècle et on voit l'évolution de la Turquie, hein, comment elle a évolué. Quand Kemal Atatürk est arrivé au pouvoir, ben, il fallait sauver la Turquie parce que après la Première Guerre mondiale, c'était l'humiliation. On lui avait, on lui avait arraché son empire ottoman. Donc, il a fondé la République, il a enlevé le califat et puis il a voulu occidentaliser la Turquie d'une manière extrêmement
je dirais autoritaire, hein, parce que c'était un changement radical. Il a réduit l'espace religieux en établissant, par exemple, une institution qui est nommée Diyanet, où c'est elle qui s'occupait de gérer tout ce qui était religieux. Il a enlevé les sectes religieuses. Il a introduit un code civil qui est inspiré de la Suisse aussi. Enfin, il a voulu occidentaliser la Turquie. Il fallait qu'elle devienne moderne. Il a changé complètement la manière d'écrire la langue. Même le Eden était fait en turc auparavant. Et puis, tout ça a mené à une histoire où il y avait énormément de tensions, puisqu'après Kemal Atatürk, les militaires s'étaient imposés comme garde-fous et chaque fois qu'il y avait une tentative de changer un petit peu ou d'introduire des changements, c'était des coups d'État. On se rappelle très bien ce qui s'est passé avec Adnan Menderes, le Premier ministre qui avait changé que la langue, hein, du Aden en arabe et qui a été enlevé par un coup d'État et aussi exécuté. Alors, avec l'arrivée d'Erdogan, c'est tout à fait un autre virement. Alors, c'est donner plus d'espace pour la religion dans l'espace public, mais pas forcément changer les lois, hein. La République reste laïque, mais si vous voulez, l'islam est devenu plus visible. Les écoles religieuses ont un meilleur budget. Il y a Hagia Sophia qui est devenue une mosquée après avoir été un musée. Donc, Erdogan, c'est vraiment la personnalité qui a le plus marqué la Turquie après Kemal Atatürk. Alors, peut-être qu'il est différent en tout ce qui concerne l'histoire ottomane du pays, hein, et la religion, mais il est pareil en ce qui concerne le besoin d'imposer la Turquie comme un pays fort, puissant, Mhm. un pays qui est capable de se défendre et de s'imposer géopolitiquement. Mhm. En tout cas, un pays qui a des ambitions donc d'influence et qui commence à l'être, il faut le souligner. Alors, justement, vous avez évoqué ces deux figures que sont Erdogan et Mustafa Kemal Atatürk. Alors, deux questions en une. Est-ce deux figures, disons, contradictoires ou est-ce aujourd'hui Erdogan qui dame le pion à Atatürk ou est-ce Atatürk reste le personnage le plus emblématique de la Turquie? Bien, Atatürk est venu à un moment critique, hein, et il a été perçu comme le sauveur de la Turquie. Il est perçu comme un visionnaire qui a permis à la Turquie de sortir d'une situation difficile. C'est le Razi aussi. Il a mené la guerre. Il a pu sauver l'honneur de la Turquie et en cela, je pense, tous les Turcs le considèrent ainsi. Bien sûr, la réforme sociale et religieuse, même la laïcité imposée par Kemal Atatürk, elle s'est faite avec de la violence et de l'autoritarisme aussi. Et donc, c'est ce qui fait que c'est un personnage qui est assez contesté dans certains points, mais très admiré par les Turcs. D'ailleurs, il l'appelle Atatürk, ce qui signifie le père des Turcs. Alors, Erdogan, c'est vraiment la même chose que Atatürk, mais dans l'autre sens. C'est un caractère très fort. Les Turcs pensent que c'est un homme capable de mener la Turquie au plus loin. D'ailleurs, il l'a montré sur le côté armement, hein. Il a vraiment fait une grande avancée sur tout ce qui est industrie militaire. Il, pour prouver ça, on peut aussi voir comment il a été voté après la crise qui est parvenue après le séisme, où il y avait un bilan économique très faible, il y avait une grande crise humanitaire, et malgré ça, il a réussi dans le vote parce que, par rapport à son opposant, tout ça parce que les Turcs pensent que c'est la personnalité la plus capable de mener la Turquie dans ces moments difficiles ou ces moments où l'environnement international n'est pas tout à fait sûr ni calme.
En tout cas, deux personnages qui marquent l'histoire de cette Turquie centenaire. Justement, cette Turquie entend, vous l'avez dit à plusieurs reprises, se positionner comme une puissance incontournable. Alors, on sait qu'avec le flanc ouest, avec les pays européens, ce n'est pas toujours le parfait, l'idylle parfait en tout cas. C'est pour ce qui est de la Russie. C'est des moments de tension, des moments de bras de fer, des moments d'entente. Alors, finalement, entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, comme vous l'avez dit, c'est un pays carrefour. Quelle position pour la Turquie? Euh, euh, si on compare encore une fois Kemal Atatürk à Erdogan, Kemal Atatürk avait complètement arraché la Turquie à ses racines historiques pour la mettre sur le flanc de l'Occident. Il avait coupé, enfin, il s'était éloigné des pays turcophones, il avait fermé la porte aux pays musulmans et c'était vraiment une autre direction. Avec Recep Tayyip Erdogan, c'est l'autre sens. Il cherche à se positionner pas simplement avec les pays musulmans, mais aussi avec l'Europe, avec l'Asie, avec la Russie. Donc vraiment, il cherche un certain équilibre qui fait que la Turquie s'impose comme un partenaire incontournable pour l'Europe, hein, parce que même si la Turquie a des relations très difficiles avec l'Europe, vu le fait qu'elle n'a pas été acceptée dans sa demande d'adhésion par rapport à d'autres pays beaucoup moins puissants et qui ont rejoint l'Europe facilement, euh, mais ça n'empêche pas que c'est un partenaire important, surtout pour l'OTAN. Et c'est un facteur d'équilibre pour l'Europe puisque il est là au Moyen-Orient, face à l'Asie. Et, c'est comme une porte européenne qui protège l'Europe en quelque sorte. Par rapport aux pays musulmans, la Turquie se pose comme un pays qui est protecteur des musulmans. On le voit dans les positions d'Erdogan, dans ses déclarations. Là, justement, avant la fête du centenaire, où il a critiqué l'État d'Israël, où il a critiqué l'Europe, où il a soutenu la cause palestinienne. Et on le voit aussi dans les festivités hein, qui ont été réduites du centenaire dans ce sens-là. Et même par rapport aux pays turcophones. Par rapport aux pays turcophones, bah, il s'est rapproché d'eux et on voit ça avec Azerbaïdjan. Il a essayé de rétablir ses relations. C'est vraiment la tradition historique ottomane qui surgit et se renforce avec Erdogan. Une tradition ottomane donc qui se renforce et qui est de retour en force avec Erdogan. Alors, on va essayer d'aller flanc par flanc. Le plus important peut-être, c'est le flanc ouest. On pense à l'OTAN, on pense à l'Union européenne. Comment voyez-vous l'évolution de ces relations avec ces partenaires-là, hein, entre guillemets, dans le contexte actuel et au vu des velléités d'influence et de puissance de la Turquie? Bah, ce sont des relations très complexes dans la mesure où Erdogan aussi, le président Erdogan n'est pas un partenaire commode. Il a un caractère très fort, il dit très haut ce qu'il pense très bas. Et donc, il faut aussi comprendre que la Turquie est un peu déçue par les positions européennes. C'est un partenaire militaire incontestable. C'est aussi un acteur qui joue un grand rôle dans tout ce qui est la question de la migration clandestine, puisqu'il reçoit beaucoup d'immigrés. Mais avec tous ces efforts, il n'est pas considéré comme un pays qui peut être un pays faisant partie de l'Union européenne et ça, vu sa culture musulmane. Et c'est ce qui crée cette déception turque, hein, pas seulement celle du président, mais aussi des Turcs en général, qui se voient un petit peu rejetés par une communauté dont ils font partie, que ce soit par leur histoire ou que ce soit par leur géographie. D'ailleurs, si on revient dans l'histoire, l'armée ottomane était l'armée la plus européenne en Europe, puisqu'il y avait des gens de toute l'Europe qui la rejoignaient. Mais cette culture musulmane pose un problème pour les pays européens Mhm. qui, qui sont un peu plus difficiles dans leur
approche du dossier turc. Et il faut aussi dire qu'il y a un accord douanier turco-européen qui est très ancien, qui n'est plus efficace. Et peut-être s'il y a des négociations qui reviennent, peut-être que ça va aider à rapprocher un peu l'économie des deux pays et les marchés des deux pays pour encourager encore une fois les investissements européens et le retour des bonnes relations. Mhm. Alors, on va évoquer bien évidemment la question de l'armée, bien évidemment, mais avant cela, pour ce qui est du flanc Est, entre guillemets, Nord-Est, je pense à la Turquie, mais aussi aux pays dits turciques. Dans ce sens, comment voyez-vous la cohabitation avec la Turquie et plus lointain aussi avec la Chine, bien évidemment? Euh, ce sont deux puissances. Vous avez par exemple la Turquie et la Russie, la Turquie et la Chine. Ce sont des puissances qui essayent de s'imposer dans l'environnement international comme des puissances indépendantes de l'hégémonie européenne et américaine ou l'hégémonie occidentale. Ce sont des pays qui ont une histoire derrière eux. C'était des empires, que ce soit pour la Chine, la Russie ou la Turquie. Et c'est des pays qui doivent un petit peu jongler avec la situation internationale, mais surtout reconstruire leur puissance militaire. Alors, leurs relations ne sont pas toujours très fluides, mais ils ont très bien compris qu'ils ont plus intérêt à négocier d'être mis à l'écart ou d'éviter des ennuis. Et ils arrivent à jongler comme ça. Si vous voyez par exemple la Turquie, c'est le seul pays dans l'OTAN qui parle encore à Poutine, qui arrive à discuter encore à Poutine, puisque Poutine est marginalisé par les autres pays. Donc, ce qui lui donne quand même une ampleur, ce qui lui donne une force autant que puissance médiatrice à l'avenir dans la guerre ukrainienne ou dans les relations européo-russes. Mhm. Alors, la question de l'armement se pose, bien évidemment. Sur ce plan-là, parce qu'on sentait que l'Empire ottoman a été à un moment distancé en ce qui concerne l'armement, comment évolue l'armement en Turquie? Alors, l'armement en Turquie, c'est vraiment la course contre le temps. Le président Recep Tayyip Erdogan encourage énormément l'industrie militaire par rapport à ses prédécesseurs. Il leur a ouvert plus des financements, il les a encouragés et c'est ce qui fait qu'il y a cette avancée, que ça soit au niveau de la marine, au niveau de l'aviation, au niveau des drones. Alors, la Turquie cherche à être autonome en matière de production militaire. Elle a fait de grands pas, elle a avancé vers 80% un peu de la production militaire autonome. Elle a cherché, elle a diversifié ses partenaires, elle a travaillé avec la Corée du Sud, elle a travaillé avec différents pays parce qu'il faut savoir qu'elle a quand même eu des bâtons dans les roues de la part des États-Unis ou d'autres pays afin de ne pas pouvoir arriver à cette autonomie, mais elle a pu surpasser ça. Elle arrive à produire et elle essaye de devenir de plus en plus autonome. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est complètement, ça ne veut pas dire qu'elle est qu'elle va égaler une puissance comme les États-Unis pour l'instant, mais elle sait que c'est le seul moyen de garder ce statut de puissance, de Mhm. garder cette autonomie, c'est de encourager l'industrie militaire. Mhm. Encourager l'industrie militaire. Alors, il y a une question aussi qu'on n'a pas évoquée, et on va finir avec, c'est l'Afrique, la Turquie en Afrique. Parce que quand même, ces dernières années, elle a considérablement renforcé son influence sur le continent. Oui, ça c'est l'une des particularités de la Turquie d'Erdogan. C'est vraiment cette action en Afrique où elle s'impose pas simplement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan humanitaire. La Turquie est très active en en Afrique, comme la Chine, comme la Russie, mais sur un autre plan. C'est-à-dire elle ne vient pas
que simplement avec le côté économique ou avec le côté militaire, mais elle, c'est vraiment le côté culturel et humanitaire qui vient avec le côté commercial. C'est pour montrer qu'elle cherche à avoir de l'ampleur, qu'elle cherche Mhm. aussi à se positionner sur l'Afrique, qui est un continent très important et où beaucoup d'enjeux des puissances se font et se défendent. Mhm. Merci à vous, Boutaina Ben Salem. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques spécialiste de la Turquie. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.